On pourrait se dire qu'un roman de science-fiction de 1937, c'est forcément un peu daté, non? Eh bien, détrompez-vous, on va parler d'une œuvre presque oubliée qui a non seulement prédit l'avenir du genre, mais qui a aussi inspiré de vraies théories scientifiques. Allez, c'est parti, on plonge dans l'épopée cosmique d'Olaf Stapledon, créateur d'étoiles. Et pour bien comprendre le poids de ce livre, il suffit de lire ça. C'est Arthur C. Clarke qui le dit. Quand même, le créateur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Quand un géant comme lui affirme qu'un livre a changé sa conception de l'univers, eh bien on écoute. Ça donne une petite idée de l'ampleur du voyage qu'on s'apprête à faire. Alors attention, ici on oublie les vaisseaux spatiaux que les batailles au laser. Non, non, ce livre, c'est bien plus que ça. C'est l'histoire de l'univers lui-même. Rien que ça. C'est un voyage purement mental, qui traverse des milliards d'années et qui nous force à nous poser des questions vertigineuses sur notre propre place dans le cosmos. Et ce qui est génial, c'est que toute cette épopée cosmique, elle a un point de départ. Ce qui est fascinant, c'est que ce voyage, eh bien, elle ne commence pas dans une base spatiale futuriste, mais dans un endroit tout à fait réel et même plutôt banal. Voilà, le lien avec la réalité, il est là. D'un côté, le narrateur du livre, qui se retrouve propulsé dans l'espace depuis une colline. De l'autre, l'auteur lui-même, Olaf Stapledon, qui vivait juste à côté d'une colline, Caldie Hill. C'est depuis cet endroit qu'il a tout imaginé. C'est incroyable, non? Le voyage le plus fou jamais écrit qui prend racine dans une simple balade nocturne. Bon, maintenant que le voyage est lancé, on va voir où il nous mène. Et là, il faut bien s'accrocher. Une fois que le narrateur quitte la Terre, l'imagination de Stapledon explose littéralement. C'est à ce moment-là que l'échelle de l'histoire devient absolument cosmique. Et pour nous faire voyager, Stapledon a eu une idée de génie. Le héros, si on peut dire, ce n'est pas un type dans un vaisseau. Pas du tout. C'est un esprit, une pure conscience, qui peut fusionner avec d'autres esprits extraterrestres. Ensemble, ils créent ce qu'il appelle un esprit cosmique. C'est une conscience collective qui grandit, qui s'enrichit à chaque rencontre et qui finit par accumuler le savoir de milliers de mondes différents. Une idée folle et brillante. Et alors, les rencontres, c'est quelque chose. Stapledon, il ne s'est pas contenté d'imaginer des petits hommes verts. Non, il est allé beaucoup plus loin. On parle de créatures qui sont aussi des navires, qui vivent dans des océans, d'espèces qui sont le résultat de la fusion de deux autres, ou même d'essaims d'insectes qui pensent comme un seul être. C'est une véritable ménagerie galactique, un catalogue d'idées absolument dingues pour l'époque. Mais attention, ce n'est pas juste un défilé d'aliens bizarres, non, le livre raconte une véritable histoire, avec un grand H, mais à l'échelle de toute la galaxie. C'est un cycle sans fin. Des civilisations naissent, elles bâtissent des utopies, puis des empires fous apparaissent et tout part en guerre, jusqu'à ce qu'une catastrophe cosmique vienne balayer le jeu et tout remettre à zéro. C'est une fresque historique absolument gigantesque. Alors, après avoir voyagé à travers toute la galaxie, après avoir été témoin de la naissance et de la mort de milliers de civilisations, le voyage arrive à son point culminant. L'esprit cosmique, qui est devenu immense, va enfin faire face au grand patron, si on veut, la source de tout, le créateur d'étoiles. Et là, le livre nous pose une question qui retourne le cerveau. Et si notre univers n'était finalement qu'un brouillon? La réponse que Stapledon apporte est à la fois incroyable et assez glaçante. On pourrait s'attendre à rencontrer une sorte de dieu bienveillant, mais ce que l'esprit cosmique va découvrir, c'est tout autre chose. En gros, voilà l'idée. Le créateur, ce n'est pas un dieu qui aime ses créatures. C'est un artiste complètement détaché, presque froid. Il crée des univers comme des ébauches, il les observe, il les juge, et s'ils ne lui plaisent pas, il les jette et il recommence. Notre univers, le nôtre, ne serait qu'une de ces expériences parmi tant d'autres. Et le pire, c'est que même dans ce qu'il imagine être son chef-d'œuvre ultime, il y a de la souffrance. Et ça, pour l'esprit cosmique qui a vu tant de choses, c'est une vérité presque insupportable. Cette phrase du livre, la contemplation glacée du créateur d'étoiles, elle résume tout. C'est le cœur philosophique du roman. On se retrouve face à un créateur immense, mais il n'y a aucune chaleur, aucun réconfort. Juste le regard froid d'un artiste qui évalue son œuvre, sans se soucier une seule seconde du sort des êtres qui la peuplent. L'histoire en elle-même est déjà énorme, mais ce n'est pas fini. L'impact de ce livre va bien au-delà de la fiction. On va voir maintenant comment ces idées, qui semblaient complètement folles en 1937, ont fini par influencer notre monde bien réel. La sphère de Dyson. Ce nom dit sûrement quelque chose à pas mal de monde, que ce soit en SF ou même en astronomie. L'idée, c'est qu'une civilisation super avancée pourrait construire une sorte de coque géante tout autour de son étoile pour capter 100% de son énergie. Un concept absolument fou. Eh bien, d'où vient cette idée? D'ici, dans Créateur d'étoiles, Stapledon décrivait déjà des civilisations construisant des biosphères artificielles autour des étoiles.
Et des années plus tard, en 1960, le physicien Freeman Dyson a lu le livre et a admis que c'est ça qui lui a donné l'idée de sa théorie. C'est dingue. Une idée de SF de 1937 qui devient une hypothèse scientifique sérieuse. Ça montre bien la puissance du livre. Et il n'y a pas que la science. Regardez qui d'autre a été marqué. Arthur C. Clarke, on l'a déjà dit, mais aussi Jorge Luis Borges, un monstre de la littérature argentine, qui a parlé d'un roman prodigieux. Même Virginia Woolf, la grande autrice moderniste, lui a écrit pour lui dire qu'elle enviait sa capacité à manier des idées aussi vastes. Et bien sûr, Stanislav Lem, l'auteur de Solaris. Ça montre à quel point l'influence de Stapledon a été large et profonde. Et à la toute fin, après ce voyage absolument insensé, le narrateur, il revient. Il est de retour sur sa colline, au moment exact où il est parti. Pour le monde extérieur, il ne s'est écoulé qu'une seconde, rien n'a bougé. Mais à l'intérieur de lui, tout a changé pour toujours. Il porte en lui la mémoire de la naissance et de la mort d'univers entiers. Bon, si on devait résumer les points essentiels, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, qu'une idée toute simple, comme regarder les étoiles, peut nous emmener vers des réflexions d'une ampleur cosmique. Deuxièmement, que ce livre était incroyablement en avance sur son temps. Il a exploré des concepts comme les communautés galactiques ou les mégastructures des décennies avant tout le monde. Et enfin, il nous met face à des questions assez rudes sur la création, le sens de tout ça et la souffrance. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, la plus importante peut-être. Face à cette potentielle indifférence cosmique, si on accepte l'idée qu'on est juste une expérience parmi d'autres, qu'est-ce qui donne un sens à notre existence? Le livre ne donne pas de réponse toute faite, mais il suggère que si l'univers ne nous donne pas de sens, alors c'est peut-être à nous de le créer. Ici même, sur notre petite planète,